Dans le monde de l'aviation, certaines histoires sont véritablement extraordinaires. Papa, le moteur est en feu! Lorsqu'un Boeing 747 perd ses 4 moteurs à 11 000 mètres au-dessus de l'océan Indien, Roger, déclarez une urgence. Mayday, 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 Speedbird 9. l'avion de ligne se transforme alors en planeur. Voici l'histoire du vol British Airways 009. We are in an emergency. Nous sommes le 24 juin 1982, quelque part au-dessus de l'Indonésie. Le vol British Airways 009 est parti de Londres la veille. Et après 2 escales, il vole maintenant vers Perth, sa destination finale en Australie. À bord, 263 passagers, dont Phyllis Welch et sa fille installés dans la dernière cabine, tout au fond de l'appareil. Comment ton héroïne Fanny Price s'en sort-elle? Oh, elle vit un moment difficile à Mansfield Park, mais pour moi, c'est un bon endroit pour y passer quelques heures. Ça ne me dérangerait pas d'y être. Ne t'inquiète pas, maman, on y va. Nous avions déjà traversé au moins 8 fuseaux horaires. Nous étions très fatigués. Nous étions passés par Bombay, par Kuala Lumpur, et nous n'avions pas réussi à beaucoup dormir, voire pas du tout. Et c'était une nuit noire, noire. Devant Betty et Phyllis se trouve Charles Capwell, un Australien qui retourne chez lui à Perth avec ses 2 garçons, Chas et Stephen. Allez, calmez-vous les garçons. C'est l'heure de faire la sieste. Retournez à vos places. Non! Pourquoi? Tu veux dormir ici? D'accord. C'était un vol confortable, tout allait bien. Le départ de Londres s'était très bien passé. Et on avait hâte de rentrer à la maison. Les garçons étaient impatients de retrouver leur mère. Je pensais qu'on serait à la maison en 3 heures. On allait prendre un taxi pour rentrer chez nous. La plupart des passagers viennent de Londres et ils ont entamé leur long voyage il y a une vingtaine d'heures. Par contre, l'équipage, lui, débute sa journée de travail. Il embarquait à Kuala Lumpur, la dernière escale. Et le commandant n'est pas n'importe qui. Eric Moody vole depuis l'âge de 16 ans et surtout il fut un des premiers pilotes de British Airways certifiés sur Boeing 747. Roger, vérifiez auprès de Jakarta. Contrôle Jakarta, Speedbird 9 sur Alim au niveau 370. Speedbird 9, reçu. Le copilote s'appelle Roger Graves et vole depuis 6 ans. Quant au mécanicien navigant, son nom est Barry Tonley Freeman et il n'est pas non plus un débutant. Je n'avais jamais volé avec Eric et Barry avant. En fait, on s'est rencontrés sur ce vol-là. L'avion est en vol depuis 1h30 et vient de survoler Jakarta, la capitale indonésienne. Dans le poste, le radar météo est allumé et rassure l'équipage, pas le moindre nuage sur les 500 prochains kilomètres. Bon, Roger, tout va bien. Garde bien les commandes, j'en ai pour 1 minute, je reviens tout de suite. Je vais juste aux toilettes. Dans la cabine, plongée dans la pénombre, la plupart des passagers dorment. Et aucun ne remarque la légère brume qui apparaît au-dessus des têtes. À cette époque, les vols étaient fumeurs et elle pourrait passer pour de la fumée de cigarette. Mais l'œil exercé du personnel de cabine suspecte autre chose. Il semble y avoir beaucoup de fumée là-bas. Il n'y a pas de fumée sans feu, et pour un avion en vol, le feu est le pire des ennemis. Peut-être que quelqu'un a fumé dans les toilettes. Allons vérifier. Si un début d'incendie couvre quelque part à bord du 747, il est urgent de le découvrir et de le maîtriser. Au même moment, dans le poste de pilotage, la situation prend une tournure inattendue. Barry et moi, on était tranquillement aux commandes, il faisait nuit noire,
Et puis on a commencé à voir des étincelles de lumière sur le pare-brise. Un feu de Saint-Elme? Non, non, je ne crois pas. Ça ne peut pas être ça. Les feux de Saint-Elme constituent un phénomène électrique naturel. Ils peuvent apparaître lorsqu'un avion vole à travers un nuage d'orage. Mais ce soir, dans le ciel, il n'y a aucun orage. Quelque chose sur le radar? Non. Non, tout est ok. Je n'aime pas beaucoup ça. Voyons ça d'un peu plus près. En allumant leur phare d'atterrissage, les pilotes distinguent alors une sorte de halo brumeux qui semble entourer leur avion. Étonnant, d'autant que l'écran radar reste désespérément vide. À 37 000 pieds, on peut juste s'attendre à croiser de hauts cirrus qui forment une fine couche de nuages. Je pense qu'il faut faire revenir le commandant. Je lisais mon livre quand j'ai ressenti une légère turbulence, à peine. J'ai regardé sur ma gauche où j'avais une très bonne vue sur l'aile. Et à ma grande surprise, elle était entièrement enveloppée d'une lumière blanche brillante. Je me suis remise à lire, mais j'ai fini par réaliser que je lisais sans cesse le même paragraphe, sans en comprendre un seul mot. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. En cabine, la fumée s'épaissit peu à peu. Clairement, il ne s'agit pas de fumée de cigarette, et l'inquiétude monte. D'autant que le personnel de bord a beau chercher, il ne trouve aucun foyer d'incendie. Très bien. Allons voir si les passagers vont bien. Tu ne sens pas quelque chose de bizarre, maman? Ça a l'air un peu enfumé ici. J'ai remarqué une fumée épaisse qui venait des bouches d'aération au-dessus des hublots. C'était une vision très inquiétante. Des cigarettes turques? Il y avait une odeur à la fois sulfurique et électrique. Je suis revenu dans le poste de pilotage en m'attendant à un problème électrique quelque part. Mais j'étais bien loin de la vérité. Quand est-ce que ça a commencé? Juste après que vous soyez sortis. Il y a quelque chose sur le radar? Non, rien. Pas un nuage. Oh mon Dieu, regardez le moteur 4. On dirait qu'il est éclairé. Commandant, jetez un œil sur le moteur 1. C'est la même chose de mon côté. Dans toute leur carrière, aucun des trois hommes n'a jamais rien vu d'aussi étrange. La scène relève presque de la science-fiction. L'illumination nocturne serait même grandiose si elle n'était pas le prémisse de défaillances beaucoup plus graves. Ce grand spectacle lumineux est devenu encore plus intense. En fait, on s'est retrouvé assis là, face à deux plaques de lumière blanche et brillante à la place des pare-brises. À l'arrière, la fumée ne cesse de s'épaissir. Et le personnel de cabine essaie, tout en continuant ses recherches, de masquer sa nervosité pour ne pas inquiéter les passagers. C'est quoi toute cette fumée? Il y avait de la fumée dans la cabine. Et il faisait vraiment très chaud. On était en nage, on était trempés de sueur. Et la fumée âcre vous rentrait dans la gorge, le nez, les yeux. On se frottait les yeux et on se mettait à pleurer. Ah, ce n'était pas agréable du tout, du tout. Le plus étonnant, Barry Tonley Freeman, le mécanicien navigant, a beau s'écarquiller les yeux sur ses cadrans, pour l'instant, tous les paramètres sont normaux et il n'a aucune alarme d'incendie. Je ne trouve rien. La situation est surréaliste, presque surnaturelle.
Mais le pire est à venir. Papa! Le moteur est en feu! Toute l'aile était enrobée de lumière. Et je me suis dit, bon, on va fermer le hublot parce que là, on ne sait pas ce qui se passe. Chase, assieds-toi. Stephen, ferme ce hublot. Puis j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Il y avait des flammes énormes qui sortaient des moteurs, oui, et qui faisaient 6 mètres, 8 mètres pour certaines. Ces flammes immenses qui jaillissaient de tous les moteurs. Est-ce qu'elles allaient pénétrer dans l'avion? Est-ce qu'on allait mourir brûlé? Est-ce qu'on allait mourir étouffé? Qu'est-ce qui allait arriver? C'était dû à quoi? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Alors que le feu semble dévorer l'intérieur des moteurs, le réacteur extérieur gauche brutalement s'arrête. Pas de moteur sur le numéro 4. Procédure d'incendie sur le numéro 4. Vérification de puissance. Fait. Manette des gaz. Fermé. Levier de démarrage. Éteint. Quand un moteur tombe en panne, on exécute la procédure adéquate pour le couper ou pour le redémarrer. Ainsi, quel que soit l'équipage avec lequel vous volez, la procédure reste la même. Étonnamment, les instruments ne détectent toujours aucun signe d'incendie. Les passagers, eux, sont terrorisés par les longues flammes qu'ils voient jaillir de l'arrière des moteurs. Je ne pouvais pas voir les moteurs de là où j'étais assise. Je pouvais seulement voir l'espace derrière les moteurs et il y avait là suffisamment de lumière pour que je comprenne que l'avion était vraiment en feu. Nous étions en difficulté. Même à leur âge, ils savaient que nous étions en très mauvaise posture. Et ils me regardaient, avec l'air de dire « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papa ?» Je veux être tout près de toi. Si quelque chose nous arrive, oh s'il te plaît. Le personnel de bord commence à ranger tout ce qui traîne dans les galets, là où on prépare les repas. En prévision d'éventuelles turbulences, tout le monde doit être attaché et chaque objet arrimé. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un frottement. Je leur mentais parce que je ne voulais pas qu'ils soient aussi angoissés que je l'étais. Je ne pouvais pas y croire. Et pourtant, je ne pensais qu'à ça pendant que je bavardais avec les passagers, avec l'équipage, et que je m'entendais dire « Oh, il n'y a rien à craindre, c'est juste un petit problème mécanique de rien du tout. » La situation est périlleuse. L'avion est à 11 000 mètres au-dessus de l'océan et sur 3 moteurs, il continue de s'éloigner de Jakarta, l'aéroport le plus proche. Et quelques secondes plus tard... Moteur numéro 2 en panne. Très bien, commencez l'arrêt du moteur. Non, attendez! Ils sont tous en panne. Les 4 moteurs sont arrêtés. Les 3 autres se sont arrêtés presque immédiatement. Et on s'est retrouvés en situation de détresse. Les moteurs faisaient un bruit sourd de grincement, presque comme une bétonnière. Et puis, peu à peu, le bruit a disparu et ils sont devenus silencieux. En 1 minute et demie, nous sommes passés de 4 moteurs qui fonctionnaient normalement à aucun. Que se passe-t-il? L'équipage est face à une véritable énigme. Seule certitude, ils ont du kérosène dans les réservoirs et ils ne sont donc pas en panne sèche. Roger, déclarez une urgence. Mayday, 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 Speedbird 9, nous avons perdu les 4 moteurs. On quitte le 370. Mayday, 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 Speedbird 9, nous avons perdu les 4 moteurs, niveau 370. Sans moteur, le gros 747 n'est plus qu'un lourd planeur.
Et pour conserver sa vitesse, il doit alors se mettre en descente. Contrôle de Jakarta, Speedbird 9, nous avons perdu les 4 moteurs. On passe le copilote lance un message de détresse au contrôle aérien, qui a un peu de mal à comprendre la situation. Vous avez un problème? Contrôle de Jakarta de Speedbird 9, nous avons perdu les 4 moteurs. Je répète, les 4 moteurs. Maintenant, on vient de passer au niveau 350. Speedbird 9, vous avez perdu le moteur numéro 4? Cet idiot ne comprend pas. Contrôle de Jakarta de Speedbird 9, nous avons perdu les 4 moteurs. Je répète, les 4 moteurs. Maintenant, on descend vite, on a passé à 350. Malheureusement, le contrôleur de Jakarta semblait avoir légèrement du mal à comprendre ce que nous lui disions. Finalement, c'est un autre avion volant à proximité qui relaie le message de détresse au contrôleur de Jakarta. On continue à descendre, on passe au niveau 350. Speedbird 9, tous les moteurs sont en panne, en attente. Le cas est unique dans les annales de l'aviation. Jamais un Boeing 747 n'a perdu presque simultanément ses 4 moteurs en vol. Pour l'équipage, c'est incompréhensible. On a dû foirer quelque part. On était tellement angoissés à l'idée d'avoir fait une erreur. Vous voyez, d'avoir causé tout ça. Tous les trois, on ressentait exactement la même chose. On était envahis de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que vous savez, ce genre de choses n'arrive jamais. Malgré sa taille et son poids de 400 tonnes, le 747 peut planer un certain temps. En gros, il va perdre 1000 mètres d'altitude pour 15 km parcourus. À cette vitesse, il lui reste un peu plus de 25 minutes avant de percuter l'océan. Quand tous les moteurs s'arrêtent, vous passez en mode manuel. Évidemment, on avait fait cet exercice en simulateur de nombreuses fois. Quand ça vous arrive pour de vrai, tout va très bien tant que cela correspond à ce que vous avez appris au simulateur. Or là, ce n'était pas du tout le cas. De fait, une difficulté supplémentaire apparaît. Contrairement au simulateur où le pilote automatique se désengage à l'arrêt des moteurs, dans la réalité, bizarrement, il demeure enclenché. On était tous les trois très perturbés. Parce que ce qui nous arrivait ne correspondait pas à ce qu'on nous avait appris. Très bien, on lance la procédure de redémarrage. Prêt. Batterie. Mais pour l'instant, l'équipage a d'autres urgences que le pilotage automatique. Ouvert. Toujours rien? Toujours rien? Non. Encore une fois. Ok, on reprend tout du début. Batterie. Activé. Robinet d'intercommunication. Ouvert. Bouton d'incendie. Enclenché. Volet, La ouvert. procédure de redémarrage peut prendre jusqu'à 3 minutes. Pression carburant. Normal. Commande volet. Compte tenu du temps qui leur reste avant de toucher l'océan, l'équipage n'a droit qu'à 7 ou 8 essais. Non. Encore une fois, messieurs. Ok, à nouveau du début. Batterie. Activé. Robinet d'intercommunication. Ouvert. Bouton d'incendie. Enclenché. En passant la barre des 10 000 mètres d'altitude, le commandant décide de modifier sa route pour tenter de rejoindre l'aéroport le plus proche, celui d'Alim, dans la banlieue de Jakarta. Même s'il sait que sans moteur, ses chances d'y parvenir sont nulles. Jakarta de Speedbird 9, virage à gauche pour le 300, retour sur Alim. Speedbird 9, le radar ne peut pas vous voir. Affichez 7700. 7700, c'est le code de détresse à afficher sur le transpondeur. Jakarta de Speedbird 9, nous affichons déjà 7700. Visiblement, le transpondeur ne marche plus. Conséquence, l'avion n'apparaît plus sur l'écran radar et les contrôleurs ne peuvent pas l'aider à trouver sa route. En cabine, depuis l'arrêt des moteurs, l'ambiance est d'un calme inquiétant. Chacun essaie de gérer au mieux l'angoisse et de comprendre ce qui arrive. Le silence était hallucinant. On était dans un avion sans moteur, sans rien. C'était tellement étrange, vous savez, presque surréaliste. Comme si on était suspendu dans l'espace. Tout ce qu'on entendait, c'était ce calme et quelques gémissements de personnes vraiment terrifiées. Certaines personnes se tenaient très droites, comme si elles n'avaient rien remarqué. Au début, on éprouve de la peur à l'état pur. Et puis, au bout d'un moment, on accepte. Vous savez que vous allez mourir. Nous savions que nous allions mourir.
Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? C'est juste une défaillance technique. Je suis passé par bien pire, croyez-moi. Tout ira bien. Je pense que si je m'étais assis pour prendre conscience de ce qui était réellement en train de se passer, je n'aurais jamais pu me relever. Un steward est venu vers nous et il a dit « Mesdames, est-ce que tout va bien ?» Oui, on a dit « Nous allons très bien », ce qui était un mensonge absolu. Mais c'était comme ça. Il était absolument vital de ne pas paniquer. Dans le poste, la situation ne s'arrange pas. Malgré leurs efforts, les pilotes n'arrivent pas à redémarrer les moteurs. Et alors que le commandant essaie de maintenir une vitesse entre 250 et 270 nœuds, les indicateurs de vitesse semblent eux aussi défaillir. Commandant, j'ai 320 nœuds de mon côté. Eh bien, j'ai 270. Putain, c'est une différence de 50 nœuds. Je vais varier la vitesse. C'est une difficulté supplémentaire. Les indications de vitesse ne sont plus fiables. Or, pour éviter le décrochage et aussi favoriser le redémarrage des moteurs, l'avion doit afficher une certaine vitesse. Donc, à partir de ce moment-là, Eric a fait varier la vitesse d'une centaine de nœuds. Nous, on avait besoin d'une vitesse précise pour redémarrer les moteurs. On espérait à chaque essai, en injectant le carburant dans les réacteurs, avoir la chance de tomber sur la bonne vitesse. Pour modifier la vitesse, le commandant est repassé en pilotage purement manuel. À partir de là, il va pouvoir accélérer ou ralentir simplement en poussant ou en tirant sur le manche. Évidemment, ces mouvements de montagne russe ne sont pas très discrets pour les passagers. À un moment, l'avion a commencé à bouger de façon étrange. Il semblait grimper en flèche, puis piquer vers le bas. C'était la sensation qu'on avait, et les montagnes russes étaient si violentes qu'on avait l'impression que l'avion allait casser. L'avertissement de pression, capitaine, nous sommes à 10 000. L'avertissement de pression, c'est pas censé faire ça. Et là, une alarme a retenti. Ça ne nous était jamais arrivé au simulateur. Ça nous a complètement surpris. Les moteurs servent également à maintenir la pressurisation de la cabine. Comme les moteurs étaient à l'arrêt, l'air n'était plus propulsé dans la cabine qui commençait à se dépressuriser. Or, avec la dépressurisation de la cabine, le niveau d'oxygène commence à se réduire dangereusement. La respiration est de plus en plus difficile. Les pilotes ont des masques à oxygène individuels qu'ils doivent mettre en cas de dépressurisation. Mais nouveau problème, celui du copilote ne marche pas. Mon masque à oxygène, oui. Ça, c'était un problème dont je me serais bien passé. Il était rangé au-dessus de ma tête. Et quand j'ai tiré dessus, le masque et le tube se sont séparés. Le commandant est face à un choix difficile. S'il continue à descendre lentement, le copilote risque de sombrer dans l'inconscience par manque d'oxygène. J'ai dit, si on descend à 20 000 pieds, rapidement, on pourra tous enlever nos masques à oxygène et on pourra se parler normalement. En fait, nous avons dû augmenter la vitesse pour descendre rapidement. Ce qu'on n'aurait jamais fait dans ces circonstances si on avait eu le choix. Alors j'ai piqué et on a perdu environ 6 000 pieds en 1 minute. La dépressurisation est telle qu'elle finit par déclencher la descente automatique des masques à oxygène en cabine. Des trucs sont tombés du plafond. Ils pendouillaient devant nous. Stephen avait bien le sien, mais Chase avait trop tiré dessus. Et il l'avait débranché. Donc j'ai fait en sorte que Chase ait de l'oxygène. J'avais vu des films sur des avions, et croyez-moi, quand ça se produit, vous êtes dans un sérieux pétrin. Aide-moi. Voilà, c'est bon, respire normalement, maman, pas profondément. Respire calme. Les masques à oxygène sont descendus et nous les avons mis comme cela avait été décrit lors de la démonstration de sécurité que nous avions heureusement suivie au début du vol. Mais il me semblait que l'apport d'oxygène ne fonctionnait pas. Est-ce que le tien marche? Non, il n'y a rien qui sort. Le chef de cabine tente de fournir quelques explications aux passagers. Mais faute d'électricité, le système de sonorisation ne fonctionne plus. Il doit alors faire avec les moyens du bord.
Vous m'entendez? Nous avons un petit problème avec le système de sonorisation. Donc, si vous voulez bien, placez vos masques sur votre bouche et votre nez et respirez normalement. Tout va bien se passer. Alors que les passagers se débattent avec leur masque à oxygène, le commandant voit les minutes s'écouler. Si aucun moteur n'accepte de redémarrer, il sait que sa dernière alternative sera de tenter un difficile amérissage en plein océan. Dans ce cauchemar, enfin une bonne nouvelle. Le copilote a réussi à réparer son masque à oxygène, alors que le mécanicien navigant essaie toujours de redémarrer au moins un des moteurs. On essaye de redémarrer, t'es prêt? Allez-y. Batterie. Activé. Robinet d'intercommunication. Ouvert. Rien? Allez, rien du tout? Non. Bon, très bien, on recommence du début. Batterie. Activé. Le mécanicien navigant et le copilote ont en fait raccourci au maximum la procédure de démarrage, espérant ainsi grappiller 1 ou 2 essais supplémentaires. Mais pour l'instant, rien ne fonctionne. Les vieilles porriques. On était entré dans un processus de perpétuel recommencement. Malgré tous nos efforts, on n'avait aucun succès avec la procédure de redémarrage. Mais c'était la seule chose qu'on pouvait faire et on continuait. Du début, batterie. Activé. Je n'ai aucune idée, je pense que les autres non plus. Combien de fois on a essayé de redémarrer les moteurs? Si je dis 20 fois, ça paraît trop peu. Je dirais environ 50 fois. L'avion poursuit sa descente. Les montagnes, devant. Et le commandant se trouve confronté à une nouvelle difficulté. Entre l'avion et l'aéroport se dresse une chaîne de montagnes qui culmine à 3500 mètres. Et il sait que sans moteur, il ne pourra pas la franchir. Avec ce taux de descente, il ne leur reste plus que quelques minutes. Le commandant décide alors de s'accorder encore 1 ou 2 tentatives de démarrage avant de reprendre le cap vers l'océan pour tenter un amérissage. Très bien. On a quelque chose? Ça ne redémarre pas. Je savais bien que c'était tellement difficile de faire amérir un avion, même dans les meilleures conditions. Et je me suis dit, bon, on n'a pas les meilleures conditions et je ne l'ai encore jamais fait. Dorénavant, les passagers s'attendent au pire. Maman, en difficulté. Avion va s'écraser. Ferai de mon mieux pour les garçons. Nous t'aimons. Désolé, papa. Je pensais qu'on allait se cracher dans l'océan. Et je me suis dit que si elle recevait ce mot, vous voyez, elle aurait su que nous avions pensé à elle jusqu'à la fin. Et que nous avions fait tout notre possible. On va être brûlé vif ou étouffé par la fumée, ou bien l'avion va se briser et on sera projeté dans l'espace, ce qui était ma plus grande frayeur. Ou bien encore on va couler dans la mer et se faire manger vivant par les requins. Ou on va percuter une montagne. Oh oui, allez, crachons-nous vite sur une montagne pour que ça finisse. Eh bien, ça ne redémarre pas. Très bien, du début, batterie. Activé. Robinet d'intercommunication. Ouvert. C'est l'heure de vérité. Le commandant doit choisir. Soit il poursuit sa route droit vers un obstacle infranchissable, soit il fait demi-tour et retourne vers la mer. Je ne sais pas nager. Je ne savais pas nager non plus, alors je me suis dit que j'étais condamné. Et j'ai juste espéré que l'un des passagers pourrait aider les 2 garçons à s'en sortir. Eh bien, quelque chose? Non. Très bien, du début, batterie. Activé. On avait très peu de chances d'arriver à redémarrer les moteurs avant d'être obligés de virer pour amérir, parce qu'on n'allait plus avoir l'altitude nécessaire pour franchir les montagnes de la côte sud de Java. Je ne me souviens pas, je ne sais pas nager. Non, maman, on n'en arrivera pas là. Levier de démarrage. Coupé. La pression du carburant. Ah, disponible. Allumage sur veille. Et puis soudain,
le miracle. Le moteur numéro 4 redémarre aussi brutalement qu'il s'était arrêté. Tout à coup, c'était comme si quelqu'un avait donné un coup de poing sous l'avion. Et puis j'ai réalisé que c'était peut-être un moteur. C'était un grondement. Quand on démarre un moteur de Rolls-Royce, ça fait un grondement sourd, voyez-vous. Et c'était merveilleux à entendre. Mais l'avion n'est pas tiré d'affaire pour autant. Un 747 peut certes voler sur un seul moteur, mais la puissance n'est pas suffisante pour reprendre de l'altitude et franchir les montagnes. Le verre était à moitié plein maintenant, plus à moitié vide. On avait enfin une vraie chance. Et je vous le dis, tous les trois, on était capables de faire tout le tour de l'île de Java pour poser cet avion. L'appareil est alors à 4000 mètres d'altitude en légère descente, quand un deuxième moteur décide de revenir à la vie. Le moteur 3 fonctionne! Et il est rapidement imité par les deux derniers moteurs. J'y crois pas! Les moteurs 1 et 2 sont à nouveau en marche! C'est incroyable. Le 747, réduit quelques instants plus tôt au statut de planeur, a retrouvé sa pleine puissance. J'ai réalisé qu'on allait pouvoir arriver, pas à Perth, mais dans un aéroport. C'était tout ce qu'on voulait. On voulait revenir sur la Terre et faire à nouveau partie des vivants, parce que quand on était là-haut, on était mort. Jakarta de Speedbird 9, ça y est, nous sommes enfin de retour. Les 4 marches. Cette fois, les contrôleurs comprennent le message du premier coup. Speedbird 9, les 4 moteurs fonctionnent à nouveau. Confirmé, direction Alim. Affirmatif, affirmatif. On s'est dit, bon, posons ce truc au sol aussi vite que possible. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous avons surmonté notre problème et réussi à redémarrer les moteurs. Nous nous déroutons vers Jakarta, nous atterrirons dans une quinzaine de minutes. Le commandant décide aussitôt de reprendre de l'altitude pour franchir en toute sécurité le relief montagneux qui le sépare de la piste. Mais alors que l'avion est en montée, brutalement, les inquiétantes lumières réapparaissent. Dès que nous avons atteint les 15 000 pieds, les feux de Saint-Elme ont recommencé. Et je n'étais plus si bête. Et je me suis dit, il faut se tirer vite fait. Et avant qu'il n'ait le temps de réagir, l'infernal enchaînement repart de plus belle. Le moteur 2 pompe! Oh non, pas encore! L'avion tremblait de partout, il faisait juste bam, bam, bam. L'ambiance dans la cabine était très tendue et très silencieuse. Je pense que très peu de gens parlaient, mais qu'il y avait beaucoup de prières. Le phénomène de pompage est de plus en plus violent sur le moteur 2. Le commandant décide alors carrément de couper le réacteur. Commencez la procédure d'arrêt. Vérification de puissance et vitesse. Éteint. Levier de poussée. Fermé. Eh bien, nous étions réticents à le faire, comme vous pouvez probablement l'imaginer. Mais le fait est qu'on était revenu sur 3 moteurs. Je ne suis pas un froussard, mais quand vous avez eu 4 moteurs en marche, puis plus un seul, quand vous avez réussi à relancer les 4, eh bien, montrez-moi un pilote qui va vite couper un moteur parce qu'il a peur que les 3 autres s'arrêtent à nouveau. Jakarta de Speedbird 9, quittons 150 pour 120. Nous sommes maintenant sur 3 moteurs. Alors que l'avion se rapproche de l'aéroport de Jakarta, les pilotes ont beaucoup de difficultés à voir à travers leur pare-brise, qui paraît comme embrumé. Et j'ai dit à Eric, c'est un peu brumeux dehors, non? Alors, on a allumé les ventilos, un peu comme les antibuées sur une voiture, pour essayer d'enlever tout ça. Ça n'a pas marché. J'ai essayé l'essuie-glace, et ça n'a pas marché non plus. En fait, le pare-brise ressemble à une plaque de verre dépoli. Pour une raison inconnue, j'ai regardé le bord de mon pare-brise et en bas, à gauche, il y avait une bande de 5 cm par laquelle je voyais beaucoup mieux. Mais je continuais à ne rien voir par devant. Ça devenait de plus en plus opaque à mesure qu'on se rapprochait des lumières. Enfin, histoire de tout simplifier, l'ILS de la piste, le système d'aide électronique à l'atterrissage, est en panne. Contrôle Jakarta, autorisé pour la procédure d'approche. Virée verticale balise. Notez que le plan de descente de l'ILS est en panne.
La balise qui vous indique l'axe de la piste fonctionnait, mais le plan de descente qui vous donne la pente idéale pour la descente ne fonctionnait pas. Poser un avion de nuit, presque sans visibilité et sans ILS, est un challenge pour l'équipage. On a continué la descente avec Eric qui essayait de conserver l'axe de piste et moi qui lui indiquais la distance et l'altitude. 300 pieds, commandant. Il adaptait sa vitesse de descente en fonction des indications de distance et d'altitude que je lui donnais. « 200. 150 pieds, commandant. 100 pieds. 50 pieds. 30 pieds. On y est, ma chérie. Oh, c'est posé. Papa, nous sommes sur la piste. Inversion. « 90 nœuds. 80 nœuds. On est à terre. Ça y est. Je boirais volontiers un soda bien frais. L'avion a atterri tout seul. On aurait dit qu'il embrassait le sol. C'était magnifique. C'est incroyable. C'est la fin du cauchemar pour tout le monde. Et les passagers en cabine éclatent de joie. Reste maintenant à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi une fumée a-t-elle envahi la cabine alors qu'il n'y avait aucun incendie à bord? Quel phénomène peut expliquer le halo blanchâtre qui entourait l'avion? Et surtout, pourquoi les 4 moteurs se sont-ils arrêtés presque simultanément? Dans le poste, les 3 pilotes sont soulagés d'être de nouveau au sol. Mais ils demeurent inquiets. Ont-ils commis une erreur? La première chose qu'on a faite après avoir parqué l'avion et tout éteint, ça a été de regarder dans la paperasse pour voir s'il y avait quelque chose, quelque part, qui aurait pu nous donner un semblant d'indication sur le phénomène qu'on avait vécu. Ça va nous revenir. Les dégâts sur le 747 sont importants. Le pare-brise a été complètement rayé et le fuselage a été comme poncé. À certains endroits, le métal est carrément à nu. Toute la peinture est partie. L'équipage doit attendre le lever du jour pour se rendre réellement compte des dommages. Nous y sommes retournés le lendemain pour le regarder en plein jour. Il avait perdu son lustre et à certains endroits, il avait été comme sablé tellement fort que tous les autocollants et la peinture étaient partis. Mais le pire est apparu quand ils ont démonté les moteurs. Les moteurs sont des Rolls-Royce de construction anglaise. L'enquête est confiée à Malcolm Grayburn, un ancien ingénieur. 3 des moteurs ont été déposés à Jakarta à la suite de l'incident et ont été envoyés par avion cargo à Heathrow, à Londres, puis transportés en Galles du Sud où les moteurs ont été en fait démontés en plusieurs parties. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Malcolm Grayburn est abasourdi. La plus grande partie des moteurs est complètement rayée et profondément marquée. Nous avons fait faire une expertise scientifique des moteurs et nous avons tout enregistré sous forme d'analyse photographique et d'analyse de laboratoire. Il découvre rapidement que les moteurs ont été étouffés par une fine poussière composée de sable et de morceaux de roche. Envoyée en laboratoire, cette poussière est identifiée comme étant des cendres volcaniques. Et de fait, au moment du vol 009, le mont Galunggung, situé à 160 km au sud-est de Jakarta, est entré en éruption, propulsant dans les airs des milliards de particules volcaniques.
Tom Casadeval, le directeur de la commission géologique américaine, connaît bien le volcan Galunggung. L'Indonésie est le pays le plus volcanique au monde. Il y a plus de 130 volcans en activité, ce qui veut dire que leur première éruption date de plusieurs milliers d'années. L'éruption de Galunggung a été très forte au début des années 80. Elles ont été de plus en plus puissantes en avril, mai et juin 1982. Au sol, les dégâts furent aussi très importants. Plus de 60 000 personnes ont dû être évacuées. La nuit du vol 009, le volcan a connu une nouvelle et violente éruption. Il a projeté dans l'atmosphère à plus de 15 000 mètres d'altitude un énorme nuage de cendres. Ensuite, le vent a poussé le nuage vers le sud-ouest, tout juste sur la trajectoire du 747 de British Airways. Mais jusqu'à présent, jamais un avion de ligne n'avait subi de tels dommages. Comment un simple nuage de cendres pouvait-il causer autant de dégâts? Roger, déclarez une urgence. Mayday, 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 Speedbird 9, nous avons perdu les 4 moteurs. Contrairement aux cendres que vous pourriez voir dans une cheminée ou après un incendie dans une forêt, ce n'est pas du tout un matériau souple. Ce sont des particules très fines de roches et de minéraux solides. Ce matériau est très abrasif. Sa forme est très angulaire. Si vous l'observiez au microscope, vous verriez des angles très vifs, et c'est ça qui a causé l'abrasion. Donc les poussières volcaniques ont abrasé le pare-brise, les bords d'attaque de l'avion et étouffé les moteurs. Mais comment expliquer les autres phénomènes comme le halo lumineux ou la fumée? Rappelez-vous que l'avion se déplace à près de 900 km/h au moment où il pénètre dans ce nuage. Bien que ce matériau soit très fin, il est suffisamment dur pour provoquer une abrasion et un frottement sur les parois. À haute altitude, l'environnement est très sec et ce sont les frottements qui produisent ces lueurs qu'on appelle feux de Saint-Elme. Ce phénomène électrique a également perturbé les transmissions radio entre l'équipage et le contrôle. Speedbird 9, vous avez perdu le moteur numéro 4 ? Une partie de la cendre volcanique, aspirée par les moteurs, s'est également retrouvée dans le système de ventilation. C'est elle qui a généré la fumée en cabine. Vous êtes passager, vous regardez par la fenêtre et tout à coup, vous êtes en train de respirer du soufre, un air sulfureux. Et c'est un choc, une sensation de choc. C'est une situation digne d'un musée des horreurs. Mais la pire des conséquences demeure évidemment l'arrêt des 4 moteurs. Que s'est-il passé? Un turboréacteur à double flux fonctionne en aspirant d'énormes quantités d'air, qui vont être fortement pressurisées dans le compresseur, avant d'être mélangées à du carburant et enflammées. La réaction qui s'ensuit génère la poussée et permet à l'avion de voler. Les températures dans la chambre de combustion où cette cendre est passée sont d'environ 2000 degrés centigrades. Et les cendres volcaniques que nous connaissons fondent à environ 1300-1400 degrés. Lorsque les poussières volcaniques presque à l'état liquide arrivent dans le cœur du réacteur, elles se refroidissent légèrement, se transformant en substance collante. C'est cette substance qui a étouffé les moteurs. Nous avons eu une perturbation fondamentale de la circulation de l'air dans le noyau principal du moteur, ce qui a provoqué un pompage. Et les moteurs se sont éteints. C'était la cause du problème. Le phénomène de pompage se produit lorsqu'un réacteur ne fonctionne pas correctement. Papa, le moteur est en feu! Dans le cas du vol 009, il y avait trop de carburant et plus suffisamment d'oxygène. Pas de moteur sur le numéro 4! Procédure d'incendie, le numéro 4. Les flammes que les passagers ont vu sortir de l'arrière des réacteurs étaient la conséquence directe de ce phénomène. La combustion du carburant se poursuivait à l'extérieur des moteurs, jusqu'au moment où les réacteurs se sont étouffés.
Malcolm Greyburn découvre également pourquoi les moteurs finalement ont accepté de redémarrer. À la sortie du nuage de cendres volcaniques, avec les moteurs à l'arrêt, donc refroidis, la poussière s'est suffisamment solidifiée pour permettre aux moteurs de redémarrer. Les moteurs ont en effet réussi à expulser une partie de la cendre solidifiée, ce qui finalement a permis leur redémarrage. Le moteur 4 fonctionne. Notre expérience a beaucoup servi pour la formation des pilotes. Maintenant, ils savent interpréter les signes de la présence d'un nuage de cendres, comme l'odeur de soufre ou de la fumée dans la cabine. Ainsi que, en vol de nuit, les feux de Saint-Elms, provoqués par la friction électrique sur les bords d'attaque de l'avion. Une autre leçon importante est tirée de la mésaventure du vol 009. Les nuages de cendres volcaniques, totalement sèches, ne sont pas détectés par les radars dont les ondes se réfléchissent sur les particules d'eau. Toutes ces nouvelles connaissances ont permis de sensibiliser les compagnies aériennes aux risques volcaniques. Aujourd'hui, les volcans du monde entier sont surveillés de près. Et la moindre éruption entraîne une alerte qui peut se traduire par une interdiction des vols dans la zone concernée. Ce fut le cas en avril 2010, avec l'éruption d'un volcan islandais qui, en quelques jours, a expulsé dans l'atmosphère des milliards de mètres cubes de poussière volcanique. Appliquant le principe de précaution, les autorités ont décidé de suspendre une bonne partie du trafic aérien européen. Des dizaines de milliers de passagers furent pris au piège, bloqués dans les aéroports aux 4 coins de la planète. Mais finalement, tous sont rentrés chez eux, en totale sécurité. Quelques mois après leur nuit volcanique, l'équipage du vol 009 fut récompensé pour l'excellente maîtrise dont il a fait preuve. Je pense que le professionnalisme dont a fait preuve cet équipage est absolument fantastique. La façon dont ils ont réussi un atterrissage parfait après avoir été plongés dans des circonstances extrêmes, c'est extraordinaire. Et la façon dont ils ont récupéré cet avion, c'est absolument génial. Les passagers du vol 009, eux, n'ont rien oublié de leur étrange et terrifiante expérience. Betty Toutel en a même fait un livre. C'était un événement unique dans l'histoire de l'aviation. Et il m'a paru absolument vital de le mémoriser. Et j'étais en train de me demander qui allait bien pouvoir le faire quand je me suis dit que j'allais l'écrire moi-même. Et pour Betty, le destin ne s'est pas arrêté là. Depuis, elle a épousé John Ferguson, qu'elle avait rencontré sur le vol 009. 2 jours après l'accident, Charles Capwell et ses 2 fils sont finalement rentrés chez eux en Australie. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Chas et Stephen vivent toujours à Perth. Ce n'était pas encore notre heure, voilà tout. À partir de ce jour-là, ma vision de la vie a changé. Quand votre heure vient, il n'y a rien à faire. Sauf espérer. Nous avons gardé espoir et nous nous en sommes sortis. En 1983, le commandant Moody, avec un humour tout britannique, a créé le club de planeurs de Galunggung. Et de fils en sont devenus membres tous les occupants du vol 009, passagers comme hôtesses, stewards et pilotes. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, les survivants du vol 009 sont toujours en contact. La semaine prochaine... Surveille la vitesse, on va avoir de sérieuses turbulences. Sale temps pour le vol Korean Airlines 801. Remise de gaz. Volez, volez. La semaine prochaine, retrouvez Danger dans le ciel, le vol Korean Airlines 801, même jour, même heure, même chaîne.